J'appelle Monsieur Thibaut Desplanches, directeur général et agronome conseil au sein du laboratoire Célestalab. Thibaut, bonjour. Bonjour. Thibaut, déjà première question. Quel est le rôle du laboratoire Célestalab et de son expertise ? Alors Célestalab, la mission, c'est de nourrir durablement les sols et les cultures. Donc c'est une mission qui peut paraître assez simple, mais finalement pour ça, on a eu un assez long parcours. C'est une société qui est assez ancienne, qui date de 1996. Et pour réaliser cette mission, on s'appuie sur 4 piliers. Le laboratoire, qui est le métier de base. Alors contrairement à la présentation de Cyril, nous, on n'est pas un laboratoire public, on est un laboratoire privé. Et puis, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé à Célestalab, c'était il y a 10 ans, que rendre des chiffres, ça n'allait pas améliorer l'agriculture. Parce qu'en fait, c'est comme une analyse de sang. Si vous sortez du labo d'analyse avec votre papier, avec plein d'analyses, vous n'y comprenez pas grand-chose, moi non plus. Ben, notre rôle, il revient un petit peu à faire ça, c'est-à-dire transformer des chiffres en des propositions d'action concrètes pour les viticulteurs. Donc vous allez nous expliquer comment nous pouvons adapter nos pratiques organiques en fonction du sol et de ses objectifs. Thibaut, c'est à vous. Merci. Alors, petite précision aussi, je viens avec la même humilité que Marc-André, mais pas du même côté. C'est-à-dire que moi, je suis agronome et œnologue, donc je sais faire du vin, je viens du milieu viticole. Mais par contre, je ne suis pas écologue du sol, je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas de doctorat. Et donc, j'ai fait un petit peu le chemin inverse. Je viens de la pratique et j'ai essayé de simplifier, on va dire, des concepts qui sont parfois un petit peu compliqués à comprendre pour les rendre vraiment applicables à l'échelle du viticulteur ou de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, j'ai 25 minutes pour vous présenter un sujet qui est assez complexe. Donc on ne va pas avoir trop d'ambition non plus. Mais l'idée, c'était de vous représenter un petit peu quelles sont les différentes contraintes qu'on peut observer dans les sols sur le plan organique et à quel point on peut améliorer vos pratiques. Alors moi, j'étais ravi des questions que vous avez posées juste avant parce que c'est exactement le genre de questions auxquelles on répond en formation. Mais on va y venir. Alors, je reviens pas sur notre mission, nourrir durablement les sols et les plantes. Pour ça, on fait des analyses. On a un laboratoire d'analyse, ça ne vous aura pas échappé. On fait du conseil personnalisé sur la base de ces analyses, des formations et puis des études. Le laboratoire date de 1996 et là, vous avez la belle figure de mon associé qui avait exactement mon âge à l'époque. Donc en 96, autant vous dire que la thématique des sols était beaucoup moins à la mode. Donc on est tous les deux ravis que cette thématique revienne enfin sur le devant de la scène. On s'appuie sur 3 grands piliers de la fertilité pour évaluer la fertilité du sol, le pilier physique, le pilier acido-basique et le pilier biologique. Ce sont 3 piliers que vous connaissez assez bien, mais finalement, dans l'agronomie, on en a souvent oublié un, qui était le pilier organique et biologique. C'est celui sur lequel on va attirer notre attention aujourd'hui. Notre expertise, elle s'appuie sur 3 grands piliers sur lesquels je vais revenir au sein du pilier organique et biologique. Et on s'appuie surtout sur un référentiel qui est exceptionnel au niveau français. Comme ça fait 30 ans qu'on existe, quasiment 30 ans, on a un petit peu plus de 70 000 échantillons en base de données. Ça veut dire qu'on est capable de vous comparer à un système de culture proche avec des références qui sont extrêmement proches aussi en termes de type de sol. Donc notre référentiel, il n'a pas été construit de manière scientifique à la base, c'est-à-dire on n'a pas fait un zonage particulier, on a dit on va échantillonner tous les kilomètres. On a vraiment les agriculteurs et les viticulteurs de France, mais aussi de l'étranger, qui font appel à nous depuis quasiment 30 ans. Alors pour se lancer dans le vif du sujet, je vais tester la petite zapette maintenant, parce que j'aime pas être derrière ce truc-là. Hop, ouais c'est bon, ça marche. Ok. Pour se lancer dans le vif du sujet, j'aime bien commencer par cette petite slide qui est issue d'un livre de 6e, donc qui est normalement compréhensible par tous. Et sur cette slide, l'information importante, c'est la matière organique, c'est quelque chose de très divers. On parle souvent de la matière organique comme si c'était quelque chose d'homogène, avec la même fonction. Or, tout ce que vous voyez ici sur ce graphique, c'est de la matière organique. La feuille, c'est de la matière organique, le ver de terre, c'est de la matière organique, la bactérie, le champignon, les humus, c'est de la matière organique. Donc, c'est un peu la même métaphore que j'utilise très souvent, c'est celle de cette salle. Vous êtes de la matière organique, vous êtes constitué de carbone, vous avez mangé un petit croissant tout à l'heure, c'était aussi du carbone, et vous êtes abrité par du carbone, qui est par exemple cette charpente, où vous portez des habits en coton, c'est aussi du carbone. Alors c'est pas complètement stupide de dire que vous n'avez pas le même rôle que le croissant ou que la charpente. Eh bien, comprenez que c'est exactement la même chose dans le sol. Le rôle du micro-organisme ou du ver de terre, c'est pas le même que la matière végétale grossière dont parlait Marc-André tout à l'heure d'ailleurs.
Et ce n'est pas aussi le même rôle que ce qu'on appelle classiquement les humus, qui sont en fait, Marc-André l'a très bien dit, des résidus de la dégradation des matières organiques fraîches. Alors, il y a plusieurs choses, comme je disais, qui sont très intéressantes sur ce graphique. La première, c'est la diversité des matières organiques. Donc, dès à présent, vous pourrez parler des matières organiques plutôt que de la matière organique. La deuxième chose, c'est qu'il y a une origine et une fin dans cette matière organique. Toutes les matières organiques ont une origine unique et universelle, ça s'appelle la photosynthèse. Et en milieu terrestre, ça s'appelle une plante. Donc ici, il y a une feuille de vigne, mais ça pourrait être aussi une paille de blé. Donc toutes les matières organiques, vous êtes composées en fait de carbone qui a été fixé par une plante. Toutes les matières organiques commencent en haut à gauche par une feuille ou par une plante et finissent en bas à droite, c'est-à-dire dans les matières organiques les plus stables qu'on appelle classiquement les humus, ou finissent sous une autre forme. Alors je cherche le petit pointeur, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. Finissent sous une autre forme, c'est le CO2. C'est ce qu'on appelle la minéralisation. Alors la minéralisation, c'est ce que vous êtes tous en train de faire actuellement. Vous êtes en train de transformer du carbone décroissant en CO2. Donc c'est un terme que pas grand monde comprend, qui est en fait extrêmement simple, qui est proche de respiration ou digestion. Voilà. Donc, vous avez vu, en 20 secondes, on a couvert 3 mots que personne ne comprend jamais. Minéralisation, qui est égal à digestion ou respiration. Humification, qui est en fait ce qui reste une fois qu'on a minéralisé. Et puis, on a découvert les grandes diversités des matières organiques. Alors, comme c'est très compliqué, nous, au laboratoire, ce qu'on a fait... Alors, je vous explique un petit peu de théorie d'abord, et puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer un exemple qu'on a fait avec le syndicat des Côtes-de-Provence, un petit groupe qu'on a suivi en formation sur un programme assez ambitieux qui s'appelle Terra Para, qu'Antoine va vous présenter juste après, dont l'ambition est de former 300 viticulteurs, dont vous faites partie en 3 ans. Donc on forme des petits groupes de 15 viticulteurs qui ont fait un travail beaucoup plus avancé sur la compréhension de leur matière organique et la mise en place de pratiques spécifiques. Donc une petite partie théorique et dans un deuxième temps, une partie beaucoup plus spécifique à vos problématiques. Alors je le disais, ici on a des matières organiques qui sont très diverses, très complexes et ce serait extrêmement long et coûteux de toutes les analyser. Donc nous on les a regroupées par fonction. On les a regroupées par les matières... Alors désolé, je vais toujours montrer à gauche, je pourrais montrer un peu à droite, mais je n'ai pas le même angle. On les a regroupées par matières organiques qui sont mangeables, en gros celles dans lesquelles il y a encore de l'énergie. Les matières organiques qui mangent celles qui sont mangeables, donc dans cette salle, c'est vous par exemple. Là-dedans, il y a tous les êtres vivants, sachant qu'il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à analyser que d'autres. Cyril évoquait tout à l'heure la difficulté d'analyser les vers de terre, c'est le cas. En fonction de la période de prélèvement, on a des difficultés à les trouver, à les analyser. Donc nous, on s'est orienté vers un indicateur qui est beaucoup plus simple que les vers de terre, je vous le détaillerai tout à l'heure. On a ici les matières organiques qui abritent les autres matières organiques. Et puis enfin, on a les matières organiques qui sont transformables en CO2. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. C'est en gros toutes celles qui sont mangeables et rapidement transformables en CO2, c'est-à-dire digestibles. Alors les termes consacrés pour ces différents compartiments, c'est la matière organique libre, qui est la matière organique mangeable. La matière organique liée, c'est ce qu'on appelait classiquement les humus. C'est en fait celle qui va se lier aux argiles pour faire le fameux complexe argilo-humique. Tous les êtres vivants ici, on ne peut pas tous les analyser, ils sont extrêmement divers. On a une approche qui est, on va dire, robuste et intéressante sur le plan du coût, parce que si on devait analyser tout ça, ça prendrait des plombs et ça coûterait très cher. Là, on analyse la biomasse microbienne totale, ça coûte 60 € et c'est fait en 2 semaines. Donc ce n'est pas des coûts qui sont déments, et on va dire que c'est à la portée des agriculteurs. Et c'est bien ça l'objectif de ces analyses, ce n'est pas que de la connaissance scientifique, c'est surtout avoir des indicateurs qui permettent de prendre des décisions derrière sur le plan stratégique et sur le plan agronomique. Et puis enfin, la minéralisation du carbone et de l'azote, c'est, comme je vous le disais, lorsque l'on digère tout ça, à quel point ça se transforme rapidement en CO2 ou pas. Hop. Alors la façon dont ça fonctionne, l'AMO libre, elle est mangée et elle est transformée en carbone microbien, en carbone sous forme de CO2 ou en carbone sous forme de matière organique liée. Alors, un petit synonyme que je peux vous donner à matière organique liée au humus, c'est déjection de micro-organismes. Ce n'est pas exactement vrai sur le plan scientifique, mais disons que c'est la meilleure manière de le comprendre. Et donc c'est là que vous vous rendez compte que la matière organique, elle n'est intéressante et utile pour les agriculteurs que, ou alors surtout, on va dire, lorsqu'elle se dégrade. Vous voyez, ici, il y a un petit truc qui ne vous aura pas échappé, qui s'appelle azote. Je vous le montre aussi ici. L'azote provient à 100% de la dégradation des matières organiques sous le fait de l'activité biologique,
mais il est libéré que s'il y a effectivement des matières organiques qui sont dégradables. Donc ce n'est pas à partir des humus que l'on va faire beaucoup d'azote, c'est plutôt à partir des matières organiques qui sont digestibles et qu'on peut rapidement transformer. Alors ça, c'est un point super intéressant parce que, je ne sais pas si Cyril est là, mais il est parti, il avait trop peur, parce que moi je suis bourguignon, du coup je voulais défendre un peu ma patrie aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que nous on étudie beaucoup tous les sols, et en Bourgogne par exemple, il y a énormément de matière organique, mais il y en a beaucoup, c'est de là comme ça. Et du coup, c'est une matière organique qui est très stabilisée, qui a du mal à être mangée, et vous n'avez rien à envier à des sols qui ont énormément de matière organique liée si vous en avez beaucoup qui est mangeable. Voilà, donc on recherche toutes les fonctions dans le sol, à la fois de la mangeable, mais aussi de celle qui abrite. Et donc il ne faut pas se concentrer uniquement sur la quantité de matière organique, mais sur sa qualité. Ça, c'est un point intéressant. Les matières organiques, elles ont des âges qui sont assez différents. Les matières organiques liées ou les humus, c'est des matières qui sont très vieilles, supérieures à 50 ans. On retrouve des matières organiques qui sont millénaires là-bas dedans. Celles qui sont mangeables, elles ont autour de 15 ans. Donc vous voyez, on appelle ça de la matière fraîche, mais quelque part, ce n'est pas non plus de la dernière heure. La biomasse microbienne, elle a un âge moyen de 1 an, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'année, l'intégralité du compartiment microbien est renouvelée. Et puis enfin, donc là ici, vous voyez bien que quand on analyse la matière organique libre et la matière organique liée d'un sol, c'est-à-dire la matière organique totale, on a surtout une vision du passé qu'ont fait vos grands-parents, qu'ont fait leurs parents avant eux, parce que c'est ça qui va influer sur des pas de temps aussi larges. Alors que quand on est sur des paramètres organiques beaucoup plus fins, par exemple la biologie présente ou son activité, on est sur une vision beaucoup plus du présent ou du futur. Alors je vais vous le montrer par la suite. Pourquoi cette petite analyse-là, elle nous permet de prédire ce qui va se passer dans vos sols sous 4 à 6 mois. Voilà. Alors, je les ai classés ici par âge. Vous voyez, les matières organiques liées sont les plus stables, sont les plus vieilles, elles sont à droite. Et puis, le carbone minéralisable, c'est ce qui est mangeable dans l'année. Donc, je l'ai mis à gauche. Et j'ai classé un petit peu comme ça. Dans les sols, on a différents types de déficits. Et vous vous doutez bien qu'en fonction des déficits que l'on observe, il ne faut pas avoir les mêmes pratiques. Alors à la question qui était posée tout à l'heure, est-ce que je peux mettre du MVA, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? J'ai la réponse dans ce graphique, sachant que là je vous la donne en 20 secondes, mais qu'on a une formation qui dure 2 fois 8 heures pour vous l'expliquer plus dans le détail. Donc excusez les raccourcis. Ce que je veux vous dire sur ce graphique, c'est qu'on a des déficits de matière organique dans les sols, et on a en face des produits organiques qui sont plus ou moins adaptés. Alors, je ne détaille pas ce que c'est l'ISMO ici. Gardez juste en tête que c'est un indicateur qui permet de classer de 0 à 100 la stabilité des produits organiques. Donc là-dedans, j'ai mis tous les produits organiques. On pourrait en mettre plein d'autres, mais je vous en ai mis quelques-uns que vous connaissez. Compost et digestat de méthanisation, ils sont tout à droite. Et ce sont des produits qui, parce qu'ils se digèrent très lentement, sont adaptés pour redresser des déficits en matière organique qui sont elles-mêmes très stables. Donc si je manque de charpente, ce qu'il faut que j'apporte, c'est de la charpente. Ce n'est pas du croissant. C'est exactement ce qu'on observe ici. Si je manque de charpente, j'apporte de la charpente. Alors, excusez-moi encore, c'est extrêmement simplifié parce qu'il doit me rester encore 5 minutes pour vous présenter ça à peine. Mais c'est un petit peu l'idée. Et de la même façon, si je manque de matière organique libre, je cherche une matière organique qu'on qualifie d'intermédiaire, qui est à la fois digestible mais stable, donc avec un ISMO autour de 50%. ISMO, c'est indice de stabilité de la matière organique. C'est présent sur certaines étiquettes parfois. Et donc là, vous retrouverez votre fameux MVA. Donc on va retrouver les mares, les fumiers ou les BRF. En fait, c'est le nouveau nom de BRF, MVA, c'est pas la même chose. Donc BRF pour bois radial fragmenté. Pardon. Donc vous voyez bien que les composts n'ont pas grand-chose à voir avec les BRF, même si ces composts sont issus des BRF. Donc vous avez les composts à droite, qu'ils soient de fumier, de fientes, de broyats végétaux, de steppes. Tous les composts sont plutôt à droite, alors que les broyats sont au milieu. Donc on retrouvera les composts jaunes ici et les composts violets. Et enfin, lorsque je manque de biomasse microbienne ou de carbone minéralisable, et ça rejoint une autre question qui a été posée sur l'enherbement, est-ce que l'enherbement, ça va améliorer la matière organique? Quel type de matière organique? Les enherbements vont surtout améliorer ces deux compartiments-là. Les pailles, les couverts végétaux, les sarments. Donc là, vous retrouvez toutes les matières organiques très fraîches. Alors, une petite nuance importante, c'est que si vous faites suffisamment de quantité et suffisamment longtemps, tout ça, là, ça va finir par alimenter la biomasse microbienne, la hémo libre et la hémo liée. Mais ça prend de nombreuses années. Pour vous donner un ordre de grandeur, les meilleurs agriculteurs en France
en grande culture, qui produisaient énormément et qui font des doubles couverts, c'est-à-dire le sol il est tout le temps couvert, qui font 20 tonnes de matière sèche, ils arrivent à redresser un déficit en émolier en 10 ans de 1%. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en un apport de compost. C'est des quantités énormes à mettre en jeu. Mais disons que si on veut accélérer les choses, au lieu d'attendre de faire pousser des choses, on peut parfois accélérer un petit peu en apportant des produits exogènes. Donc lorsqu'on a une situation qui est catastrophique sur le plan de la émolier, ça peut valoir le coup de relever cette contrainte en faisant un apport de compost, quitte à derrière avoir des couverts qui poussent mieux et entretenir un système beaucoup plus favorable comme ça. Alors voilà pour la partie théorique. Je voulais maintenant alors je regarde juste le temps, histoire que je ne déborde pas trop. Hop, c'est bon. Voilà pour la partie maintenant sur le groupe de Gonfaron qu'on a fait l'année dernière. Montfort, pardon. Gonfaron, c'est demain. Voilà. Sur le groupe de Montfort. Merci Antoine. Donc là, c'était le premier groupe d'une série de 6 groupes qu'on a cette année et de plein d'autres qui vont arriver dans les 3 ans qui arrivent dans le projet Terra Para que Antoine va vous détailler tout à l'heure. Alors, on a fait ces analyses-là sur les analyses dont je viens de vous parler, sur ce groupe. Vous voyez, on n'en a pas beaucoup. Donc l'objectif, c'est pas de vous représenter, comme l'a fait Cyril, quel est l'état des sols en Provence. C'est juste un cas d'étude, une illustration de ce que l'on peut trouver chez vous et de ce que l'on pourrait avoir. Alors je reprends mes indicateurs. Ici, pour séparer ce qu'il y a à manger de la charpente, c'est une séparation par taille. Il y a les grosses matières organiques d'un côté et les petites de l'autre. Voilà, donc ça se fait au tamis. Et alors je vais devoir le mettre ici, comme ça je le vois bien. Ce qu'on a ici, c'est l'analyse de la charpente ou de la maison, en gros, de la capacité d'accueil du sol. Ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement des sols qui sont en déficit de matière organique liée en particulier. Donc tous ceux qui sont entourés en rouge là auraient un intérêt à faire des apports massifs, c'est le terme qui a été employé tout à l'heure, de compost, pour plusieurs raisons, parce que ça permet de redresser rapidement la émolier et parce que c'est souvent un produit qui est peu risqué. Un produit très composté, c'est neutre du point de vue de l'azote, il n'y a pas de risque de pathogène, il y a extrêmement peu de risques à faire des apports massifs de compost, il y en a 2. Le plus important, c'est surtout l'excès de potasse. Donc, quand on cherche un profil de vin un peu acide, ça peut amener des problèmes. Voilà, parce que le potassium va salifier les acides dans le vin ou dans les mous et donc créer des déséquilibres aromatiques qui ne sont pas forcément souhaitables. Donc, il suffit tout simplement d'étaler l'apport de compost sur plusieurs années pour mettre de côté ce risque-là. Donc, si je veux vous donner un exemple de proposition d'action, si je veux passer de 1% ici à 2% ici, alors ce que l'on voit, pardon, j'ai oublié de vous préciser, ici c'est une dizaine de parcelles, donc chaque point c'est le pourcentage de matière organique d'une parcelle, et puis les bornes de notre référentiel en émolier, c'est entre la borne rouge et la borne verte. C'est la variation classique que l'on va retrouver en sol viticole dans ce type de texture-là. Si je veux passer ce sol de 1% à 2% de matière organique, qui est à peu près la valeur basse, ça représente environ 110 tonnes de compost de déchets verts. Donc c'est des quantités qui sont très importantes. Quand on dit 110 tonnes, on se dit oh attention, donc ça veut vous dire aussi, c'est au moment de la plantation que ça se gère ce genre de choses-là. Parce que quand faut les pendre entre des tout petits interrants, c'est pas évident. Alors on me dit que j'ai plus que 2 minutes, donc je vais accélérer à vitesse grand V. C'est bien ça, 2 minutes? Très bien. On a donc un déficit de hémolier, je m'adresse dans ce compartiment-là. On a la même chose en hémo libre, et donc pour compenser le déficit en hémo libre, c'est fumier, marc et broyats végétaux. Le gros problème du redressement en hémo libre, c'est que ça consomme de l'azote. Donc c'était la question, quel est le risque à utiliser ce genre de produit-là? Le problème, c'est la consommation d'azote. Ça va fortement stimuler la hémo libre, ça va l'augmenter, mais en faisant ça, ça va aussi augmenter la biomasse microbienne qui a des besoins en azote. C'est ce qu'on appelle la fin d'azote. Et ça, il ne faut vraiment pas sous-estimer. Donc l'ordre de grandeur de ces produits, c'est un ordre de grandeur agronomique. 5-6 tonnes de matière sèche, c'est à peu près ce que peut produire une vigne avec ses feuilles, avec ses racines, plus un couvert par an. Donc si on dépasse ça, ça veut dire qu'on dépasse un peu la capacité de digestion du sol. Donc dès qu'on se met au-delà, on prend un petit risque du point de vue de l'azote qui peut être compensé par différentes actions, mais je n'ai pas encore le temps de vous le présenter. Je voulais juste vous montrer... les enherbements et ceux qui font des apports organiques réguliers, c'est ceux qui étaient évidemment les mieux placés dans ce compartiment-là. Alors je saute la biomasse microbienne parce qu'il n'y avait pas d'éléments particulièrement marquants, à part
un fort travail du sol ici qui a impliqué peu de couverture, qui a fortement limité la biomasse microbienne. Je passe sur cet indicateur parce que j'aurais bien aimé arriver jusqu'à la fin, c'est-à-dire le carbone et l'azote minéralisable. Alors je passe. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a des traductions très rapides et très concrètes de l'activité biologique. Une des traductions les plus concrètes que l'on a, c'est le potentiel de fourniture en azote de votre sol. Il y a des sols qui sont capables de fournir 5 unités par an et des sols qui sont capables de fournir 500 unités par an. Et ça, ce n'est que lié au capital organique que vous avez et à la capacité de la biomasse microbienne à dégrader ce capital. Donc là, on voit l'azote minéralisable en 6 à 8 mois plein champ, donc c'est un potentiel que l'on mesure pour les mois qui arrivent, c'est une mesure, hein, c'est une extrapolation, mais c'est à la base d'une mesure, à partir d'une mesure, pardon. On a des différences qui sont assez importantes sur ce groupe-là, 16 unités pour cette parcelle-là, 99 pour cette parcelle-là. Et donc, quand ces deux viticulteurs ont à peu près les mêmes pratiques organiques, ou parce qu'ils sont limités, parce qu'ils sont en zone vulnérable, ou parce qu'ils sont limités dans leur cahier des charges, eh ben, on a des différences qui sont absolument énormes. Parfois une survigueur sur un viticulteur, et parfois les 40 unités ou les 60 unités qui sont plafonnées, eh ben, elles ne sont pas suffisantes pour alimenter et la vigne et un enherbement qui pousserait à l'interrang. Et donc ça, c'est totalement lié à un dysfonctionnement du système biologique. Donc, on a des mesures qui permettent de faire des propositions d'action concrètes, parcelle par parcelle. Et ce que l'on observe souvent, c'est quand même une signature de l'exploitant. C'est-à-dire comme on fait à peu près la même chose sur toutes ces parcelles, je caricature, mais disons que quand on a une dizaine d'hectares, on ne va pas s'emmerder à avoir 5 itinéraires différents. On retrouve une vraie signature, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. L'impact de l'homme, il est énorme. C'est-à-dire qu'un homme, pendant 10, 15, 20 ans, va avoir plus d'impact que le sous-sol. Donc l'effet terroir, en fait, c'est plutôt un effet humain, pratique humaine, qu'un effet réellement géologique. Donc j'ai fini. On n'a pas la recette magique pour un sol fertile, mais on a la notice. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, pour avoir un bon sol et une vigne productive, il faut mettre 20 tonnes de compost, 3 tonnes d'organominéral, un apport en foliaire en magnésium et compenser avec 20 unités d'azote. Par contre, je suis capable de vous dire ce qu'il faut mesurer, qu'il y a différents types de contraintes dans les sols, différents types de déficits, et en fonction de ces déficits, il y a des pratiques qui sont adaptées ou pas. Donc avant de vous lancer bille en tête dans l'enherbement ou les couverts ou dans les apports massifs de MVA ou de compost, peut-être mesurer pour mieux piloter. Merci de votre attention. Merci beaucoup Thibaut Desplanches. Restez avec nous. Je fais venir Antoine Mathias, qui fait partie du syndicat des Côtes-de-Provence. Vous êtes responsable de la partie développement durable et transition écologique. Antoine, la question, c'est pourquoi avoir choisi de travailler avec le cabinet, avec le laboratoire Celestalab ? Nous, ce qui nous intéressait, c'était de continuer en fait le projet Ecovitisol à travers des diagnostics qui étaient importants. Et du coup, on voulait reprendre cette idée de faire un diagnostic au début avec des références à la fois régionale avec un appui. Donc, comme on l'a vu, Celestalab, c'est 30 ans d'expérience en Méditerranée, et c'est aussi de la pédagogie, c'est-à-dire réussir à transmettre des messages très simples et surtout travailler sur du concret. Et voilà, c'est pour ça qu'on a lancé le projet TerraPara. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet justement TerraPara ? Je commence. Au sein du syndicat. Zapet. Super. Alors le projet TerraPara, c'est un projet qui fait donc suite à Ecovitisol et qui a pour objectif donc d'amener les viticulteurs en Côte-de-Provence. Donc c'est le syndicat des vins Côte-de-Provence qui a lancé ce projet pour avancer sur une gestion durable des sols. Donc c'est la suite un peu d'Ecovitisol et les diverses connaissances qu'on est en train d'accumuler sur la gestion durable des sols. Mais cette fois-ci, l'idée c'est de venir réfléchir concrètement à ce qu'on peut faire sur chaque secteur. C'est-à-dire, effectivement, on a parlé de grandes lignes vers quelles pratiques on aimerait tendre. Mais après, l'idée maintenant, c'est d'aller dans chaque secteur, voir chaque commune et savoir comment on peut amener à ces pratiques qui soient le plus adaptées à la fois à vos contraintes, vos conditions et vos objectifs qui peuvent être différents, même au sein de l'appellation Côte-de-Provence. Donc ce projet s'appelle TerraPara. TerraPara, ça veut dire protéger la terre en provençal. Et donc le but... Une info quand même, c'est que le projet récemment a été financé par l'ADEME, ce qui nous appuie évidemment financièrement, mais surtout ça appuie, c'est un organisme donc, de la transition écologique de l'État qui appuie surtout la méthode.
et qui nous appuie sur l'objectif de ce projet qui est à la fin de stocker plus de carbone dans les sols et aussi de s'adapter aussi au changement climatique. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ce projet? On va travailler sur 3 grands axes, qui est un peu le triptyque qu'on a retrouvé là sur les différentes présentations, qui sont les 3 leviers principaux. Donc c'est optimiser le travail du sol, augmenter la couverture végétale des sols et apporter de la matière organique. Ça, c'est 3 grands principes, 3 grands leviers. Il faut essayer de tendre vers ça. Mais comme vous avez vu, je n'ai pas forcément dit d'arrêter totalement le travail du sol, de 100% en herbe. Mais en fait, l'idée, c'est de tendre. Et suivant vos objectifs, vos contraintes et votre diagnostic, on va essayer de voir ce qui est possible de faire. Et ça, pour ça, on aimerait le faire de manière collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tester dans son coin différents types de couverts végétaux. Ça irait beaucoup plus vite si on serait 3, 4 viticulteurs à le faire ensemble. Et comme vous avez souvent des problématiques de sol qui sont communes sur une même commune, eh ben, vous pouvez travailler ensemble. Alors l'idée du coup de ce programme, c'est un parcours de 2 jours, et on essaye de rassembler 10 à 15 viticulteurs ou viticultrices donc c'est souvent, ça se fait autour d'une cave coopérative par exemple, ou un groupe de viticulteurs. Souvent on essaye de mélanger des vignerons indépendants avec des vignerons coopérateurs. Ça sert aussi à connaître d'autres personnes qui ont d'autres pratiques. Et l'idée, c'est d'avoir une réflexion qui est collective à partir d'un état des lieux. On verra ça après pourquoi, mais comme vous l'avez vu avec Ecovitisol ou encore avec la présentation de Thibaut, c'est important de partir d'un diagnostic pour savoir piloter. Et la philosophie un peu de ce projet, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Je répète un petit peu ce que tu dis Thibaut, mais c'est surtout aussi de trouver sa solution. Et sa solution, on peut la trouver de manière collective et surtout qu'il soit adapté à votre secteur et à vos sols. Donc ce parcours, il se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est de diagnostiquer nos sols, c'est de savoir d'où on part. On ne veut pas aujourd'hui qu'on parte sur des généralités, vos sols sont morts. Déjà, on l'a vu avec Ecovitisol, tous les sols ne sont pas morts. Bon, sur Ecovitisol, qu'on se le dise, on a échantillonné aussi des personnes qui sont, on va dire, enclins à ces pratiques et donc qui ont potentiellement des meilleures pratiques et des meilleurs résultats. Si on faisait la même étude sur des parcelles vraiment représentatives de Côte-de-Provence, on n'est pas sûr d'avoir les mêmes résultats. Et le but de partir d'un diagnostic, c'est surtout si, par exemple, vous avez mis des pratiques plutôt favorables depuis un certain temps, ça permet aussi de ne pas réinventer l'eau chaude, ou comment dire, ça sert aussi à, si vous avez un bon diagnostic écologique, enfin un bon diagnostic des sols, ça sert d'adapter des pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps tout à faire. On peut des fois tendre vers des bonnes pratiques, et il y a des bons résultats, et on l'a vu avec Ecovitisol. Alors pourquoi faire un diagnostic? Ça peut être à la fois pour répondre à une problématique qui est précise, c'est-à-dire par exemple, typiquement avant une plantation, mais ça peut être par exemple des problèmes d'azote dans les mous ou divers problèmes de vigueur. Mais c'est surtout, on l'utilise beaucoup pour valider une trajectoire. Et en fait, peu importe les pratiques, c'est-à-dire que si vous mettez des enherbements depuis 4-5 ans, c'est pour valider est-ce qu'on va là où on a envie d'aller. Mais ça peut être aussi pour les personnes qui ne mettent pas d'enherbement, qui ne sont pas forcément sensibles à ces pratiques, ça sert de faire un état des lieux, se dire ok, je ne suis pas forcément parti sur ces pratiques, mais est-ce qu'effectivement il y a une baisse de matière organique? Et ça c'est important, c'est que le programme il est vraiment destiné à toutes viticultrices ou viticulteurs, et que vous soyez sensible ou pas à ces pratiques. Et le but c'est vraiment d'amener un groupe de viticulteurs à réfléchir à ces questions. Et puis ce qui est intéressant en faisant un diagnostic, c'est que tous les participants, donc il y a 10 à 15 participants à chaque fois, on fait un diagnostic, donc c'est-à-dire qu'en 2 jours, ensuite, on va étudier ces diagnostics et on a un ensemble, on peut étudier la diversité de ces résultats et du coup, étant donné que souvent les parcelles sont très proches, on connaît très bien les pratiques de chacun et donc ça nous permet de voir, d'accord, on a la même typologie de sol et effectivement, est-ce que c'est différent suite à 10 à 15 ans de pratique? Donc ça, c'est les diagnostics. Très rapidement, cette année, nous, on a proposé 2 options. C'est une option qui est simplifiée. Ça veut dire que c'est une option qu'on prend en charge totalement, le syndicat. On fait un diagnostic, on va dire classique, plus un bilan humique. Alors le bilan humique, c'est on modélise en fait si vous stockez ou vous déstockez du carbone dans vos sols. C'est pédagogique, mais on ne va pas très loin dans le diagnostic. Par contre, ce qu'on propose en deuxième option, c'est le diagnostic organobiologique, qu'on appelle diagnostic complet. Donc là, c'est ce que vous a présenté Thibaut juste avant. On le fait avec Célesta Lab. Là, on va étudier la qualité des matières organiques, la biomasse microbienne, la cinétique de minéralisation, etc. Bon, cette année, par exemple, on l'a proposé à 50% en charge, et donc ça revenait à environ 200 € pour le viticulteur. Donc là, on fait le premier diagnostic, et ensuite, on passe à la deuxième étape,
Avant de se réunir tous, l'idée c'est que comme on n'a pas tous les mêmes connaissances et qu'on souhaite parler du même sujet, on fait une petite mise à niveau avec du contenu qui est en ligne. Ça sert qu'en fait, on évite de reprendre du théorique lors des présentiels et on gagne tous du temps comme ça. Et souvent, c'est très utile et surtout, c'est très enrichissant en termes de contenu. Et ensuite, donc, la troisième étape, c'est qu'on se réunit pendant 2 jours. Effectivement, Thibaut avec 20 minutes, mais ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de prendre du temps pour réfléchir à ça. Et essayer de prendre ce temps, surtout, qui soit appuyé par un diagnostic. C'est-à-dire que vous venez déjà avec quelque chose, c'est votre état des lieux, et ensuite on prend 2 jours pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si ce diagnostic il est plutôt rouge ou vert, et sur quel point on peut jouer. Donc la première journée, on l'a fait avec Thibaut. C'est surtout sur la problématique des sols. Donc là, l'idée, c'est d'aller identifier votre problématique, c'est d'identifier aussi les leviers sur lesquels vous pouvez jouer, c'est identifier vos points faibles et vos points forts. Et encore une fois, des fois, c'est pas tout rouge, mais des fois, c'est vrai que ça permet de remettre un peu à niveau. Et surtout, vous pouvez vous comparer avec d'autres sols qui sont autour de chez vous et qui potentiellement ont un peu la même typologie. Ensuite, ça, c'est ce qu'on avait fait à Montfort-sur-Argence. Donc, on présente les résultats, ça c'est la première journée, et on fait aussi une fausse pédologique. Et donc, la deuxième journée, cette fois, on l'a fait avec Mathieu Archambault. Donc, c'est un spécialiste de la conservation des sols. Ici, donc c'est un parcours, là c'est la deuxième journée. On fait ça souvent entre janvier et mars. D'ailleurs, demain, on fait une journée sur Terre Apparat. Là, l'idée de cette deuxième journée, cette fois, c'est davantage de parler des enherbements. On va quand même continuer toujours sur ce triptyque, travail du sol, matière organique et couverts végétaux. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la première journée, on parle aussi beaucoup de quelle matière organique on peut apporter. Sur la deuxième journée, on parle plus de quel enherbement on peut mettre. Ça peut être des enherbements naturels, semés, comment on sème, etc. Et surtout, ce qu'on essaye, c'est qu'ici, on vous apporte des experts pour réfléchir à ça. Mais en fait, l'expertise, à la fois de la scientifique, elle vient aussi des laboratoires, mais elle vient aussi surtout de vous. Et l'idée, c'est vraiment de réunir des viticulteurs qui ont à la fois des connaissances, d'autres qui veulent se lancer. Et ce partage de connaissances qui est local fonctionne plutôt bien et ça fait surtout gagner du temps à beaucoup de monde. Donc ça, c'est la journée où on reprend, on fait notamment un atelier où on essaye de concevoir un itinéraire technique. Donc l'idée, c'est que chacun, on donne des éléments de réflexion, puis chacun essaye de réfléchir à ce qu'il peut faire. Et ensuite, chacun engage ce qu'il souhaite. Il n'y a pas d'obligation à la fin de la deuxième journée. Et dernière étape, il faut que je me dépêche, on essaye de créer un réseau, parce qu'effectivement, nous, en faisant ces groupes, on va capitaliser de la donnée, on va essayer d'avoir beaucoup de connaissances techniques qu'on va essayer de partager petit à petit, on va essayer de refaire des ateliers. C'est une super occasion, ce programme, pour aussi animer un groupe, et derrière, on va essayer de refaire divers ateliers. Juste pour un point, pour participer au niveau des financements, qui est quand même important, le diagnostic, comme je vous l'ai dit, il y a 2 options, il y en a une payante, une gratuite. Pour ce qui est des ateliers techniques, on fait intervenir quand même des experts sur 2 jours. Ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on l'a fait, c'est sous forme de formation. Donc elle est finançable Vivea pour les exploitants, donc c'est très facile. C'est vraiment, vous avez je dis ça parce qu'il y a une représentante de Vivea ici, mais c'est vraiment un cadeau. Vivea, c'est très facile à faire et vous avez des fonds qui sont importants, donc faites-le. Et si vous êtes salarié, il y a une démarche administrative en plus, il y a potentiellement un reste à charge un peu plus élevé, mais ça on étudie cas par cas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait chez vous, donc vous ne vous déplacez pas, ou très peu, et ça c'est intéressant. Et juste, je finis, c'est la dernière slide. Là maintenant, à l'heure actuelle, on a réalisé, on a fait un groupe à Montfort, c'était le groupe pilote, c'était l'année dernière, et là on lance officiellement le projet pour cette année. On a réalisé 5 groupes qui sont sur chaque secteur quasiment chaque secteur. On a plus de 60 viticulteurs qui sont inscrits, donc 60 diagnostics qui vont être réalisés. Nous, on vous invite à vous inscrire pour l'année prochaine. On va réaliser ces diagnostics et ces 2 jours d'atelier. Le but, c'est qu'on essaye de faire les diagnostics en automne et qu'on fasse les 2 jours d'atelier plutôt en hiver ou avant, en tout cas, avril. Et surtout, un point important, c'est que chacun peut constituer un groupe, donc vous pouvez vous préinscrire et puis on peut vous rajouter sur un groupe déjà existant, mais n'hésitez pas à aller aussi chez vos voisins, chez les personnes qui vous pensez que ça ne va pas intéresser, parce que, encore une fois, on part d'un état des lieux et ça, tout le monde peut le comprendre et ça peut servir à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et j'espère qu'on aura au moins 6 groupes l'année prochaine.
et de scanner pour se préinscrire. Merci beaucoup, Antoine Mathias. Justement, pour témoigner à propos du projet Terra Para, je vais inviter deux vignerons à nous rejoindre. Jean-Marie Porte, qui est président de la cave de Montfort, et Olivier de Victor, qui est vigneron indépendant au domaine de la Sanglière à Bormes-les-Mimosas. Merci. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Jean-Marie Porte, bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Alors, la première question, déjà, par rapport à ce projet, quelle est ou quelles sont les raisons de votre participation? Alors, les raisons de la participation, elles sont multiples. Et je crois que chaque fois qu'on a la chance de pouvoir bénéficier de l'éclairage de spécialistes sur des sujets qui nous préoccupent, eh bien, il faut savoir saisir cette chance. Donc ensuite, pour avoir entraîné le groupe dans cette démarche, il me semblait nécessaire, dans le cadre de la volonté de monter en gamme de notre appellation, de pouvoir emmener des gens vers plus de précision dans leur pratique, pour aller dans le sens de produire mieux, ou en tout cas d'avoir des éléments de compréhension qui permettent de toujours faire mieux, et surtout dans le sens de ce qu'on attend aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément pour répondre aux ayatollahs de l'écologie ou de gens qui de toute façon... Même si ce n'est pas pour leur répondre directement, en tout cas, ces gens-là font l'opinion. Et aujourd'hui, avoir des arguments techniques pour pouvoir répondre à certains de nos détracteurs sur nos pratiques, je pense que c'était important. Alors, vous avez réalisé ce programme en avril dernier, dans le premier groupe pilote. Comment cela s'est passé et quels ont été les résultats? Alors, ça s'est très bien passé, c'était convivial. Les échanges avec... Les spécialistes ont été très, très enrichissants. Le pragmatisme aussi et la manière de communiquer sur les sujets a été fortement apprécié. Et l'intérêt de cette démarche au niveau du groupe, c'est qu'il y a une certaine émulation qui se crée. Et autant j'étais sceptique par rapport à certains que j'ai un peu forcé à venir dans le groupe, autant je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je regarde leur vignoble, je m'aperçois que tout est enherbé, alors que jusque-là, c'était des gens qui n'étaient pas forcément favorables à la démarche. Et donc, au-delà de cette expérience qu'on a fait chez nous, je pense que l'objectif donc, de Terra Para, c'est d'étendre ça à l'ensemble de l'appellation. Et c'est vrai que traverser l'appellation avec un paysage qui a quand même changé, même si ce n'est pas lié à Terra Para aujourd'hui, en tout cas ce que je peux constater, c'est une parenthèse, depuis 2-3 ans, c'est que la physionomie de nos paysages viticoles a changé et que les couverts végétaux ont pris une importance assez considérable. Et donc, pour continuer aussi dans ce sens, je pense que c'est important. Merci beaucoup Jean-Marie. Olivier de Victor, bonjour. Bonjour. Donc Olivier, vous allez participer au programme de 2024. Donc ça sera au mois de mars. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à former ce groupe et qu'est-ce que vous en attendez? Depuis, en fin de compte, ça a commencé par Ecovitisol au départ. Donc il y a eu un peu un schéma de nos sols donc, autour de chez nous. Et c'est un peu la suite logique d'Ecovitisol, parce que Terra Para quand même apporte beaucoup d'infos. Et surtout, c'est que ça crée un groupe et on peut échanger autour de ce groupe. Il y a des personnes qui ont déjà fait, comme moi, depuis 15 ans des enherbements. D'autres personnes commencent. Nous, on a essuyé un peu des plâtres au début parce que on a cherché un peu, on a essayé de
de trouver un peu des solutions. Et il y a des trucs qui sont intéressants à mettre en place maintenant, qui marchent. Ça permet aux personnes du groupe d'avancer beaucoup plus vite. Donc c'est ça qui est super intéressant. C'est surtout l'échange qu'il va y avoir dans ce groupe-là. Comment, justement, en parlant de groupe, comment vous avez réussi à motiver et à former ce groupe? Car ce n'est pas forcément évident. Tous les viticulteurs ne sont pas forcément des adeptes de ce type d'animation. Expliquez-nous comment vous avez formé ce groupe. Alors, nous, on est sur le secteur de la Londe de Bormes. Et c'est un secteur, déjà, on a déjà pas mal travaillé sur beaucoup dans l'Armor. Il y a beaucoup de viticulteurs déjà qui sont proches de cette technique. Donc il a fallu booster un peu d'autres personnes qui étaient, entre guillemets, on ne peut pas dire à la traîne, mais qui n'étaient pas encore favorables à ces techniques-là. Donc il y a eu le syndicat qui a permis, donc, par le biais d'Antoine, qui a boosté les gens aussi. Donc l'avantage, c'est que depuis certains temps, on entend beaucoup le stockage de carbone, si vous voulez, toutes les semaines, vous regardez le journal, on vous parle de carbone, de stockage de carbone. Donc, les gens commencent à être un peu plus familiarisés avec ça, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc le but, voilà, c'est d'arriver à réaliser ça. Et merci à tous les deux d'être venus témoigner sur ce beau projet. Maintenant, je vous laisse reprendre votre place.